Bonsoir à tous et à toutes. Nous saluons les téléspectateurs et les téléspectatrices de Zouk TV. Nous sommes vraiment ravis de vous revoir pour notre deuxième saison de l'émission Femmes Ouvezure. Alors c'est quoi cette émission Femmes Ouvezure? L'objectif c'est quoi? C'est promouvoir, diffuser, défendre l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est aussi amener les femmes à comprendre comment se construisent les inégalités et leur permettre de réagir face aux oppressions, face aux discriminations. C'est simplement les objectifs de l'association féministe Culture Égalité. C'est amener vraiment les femmes à prendre du pouvoir sur elles-mêmes, à comprendre les choses et à les amener à dire non, les amener à avoir une plus grande estime d'elles-mêmes. C'est notre objectif dans Culture Égalité, mais aussi pour cette émission Femmes Ouvezure. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter cette émission avec toutes les rubriques qu'elle comporte. Rose va nous dire quelles sont ces rubriques de Femmes Ouvezure. Donc la Femmes Ouvezure, c'est une émission qui a effectivement 5 rubriques. La première rubrique qui revient, qu'on essaie de faire revenir, j'ai envie de dire chaque mois, parce qu'elle est pour nous très importante, c'est une rubrique qui s'intitule « Ti filles et ti garçons qu'a monté quand t'es cote ». C'est une rubrique dont l'objectif est d'amener justement à une éducation non sexiste. Penser à l'éducation de nos filles et de nos petites filles et de nos petits garçons de manière non sexiste. C'était la première rubrique. La deuxième rubrique, c'est une rubrique qui s'appelle « Droits femmes » que Sylvie, j'ai envie de dire, elle manage un petit peu, ce qu'elle va nous présenter. Donc en fait, effectivement, dans cette rubrique « Droits femmes », eh bien, on défend et on met en évidence les inégalités qui existent aussi bien dans le travail, dans l'espace public, politiquement, enfin la santé, etc. Et de la même manière, on essaye de faire en sorte que les femmes prennent du pouvoir sur elles-mêmes et se défendent contre ces inégalités. D'accord. Et puis il y a une émission, une rubrique qui s'appelle Femmes à Lyon Latte. Au Lyon Latte. Ça veut dire que c'est les femmes, qu'il faut qu'on sorte, c'est les femmes dans le monde entier. Que deviennent-elles? Quels sont les combats qui sont menés? Quelles sont les victoires aussi? Quelles sont les luttes et les victoires de ces femmes qui luttent de par le monde, puisque nous ne sommes pas isolés. Et sur le plan international, c'est important de parler aussi des femmes et des victoires. C'est important aussi. Et puis, tu vas nous parler des femmes... femmes qui écrivent, femmes qui peignent, femmes qui lisent, femmes qui font slam, voilà, qui chantent. C'est une rubrique où on présente les femmes artistes, des femmes qui promouvoient tout style artistique, mais on les met en avant parce que pour nous c'est important de mettre ces femmes-là en avant. Qu'est-ce qu'elles font pour le pays? Absolument, ça fait partie de la culture fait partie du développement du pays et puis surtout qu'on ne les connaît pas toujours. Voilà. Et je termine par une dernière rubrique qui est aussi très importante pour nous, c'est Sa femme fait en temps longtemps. C'est-à-dire qu'il est important pour nous, à Culture Égalité, de mettre à l'honneur, de parler de ces femmes au fait, qui ont construit la Martinique, qui ont fait l'histoire de la Martinique et qui sont ignorées. Donc, et c'est dans le cadre effectivement de cette rubrique que nous allons vous présenter le film qui va suivre. Alors évidemment, ce soir, nous avons vraiment le grand plaisir, le grand honneur de vous présenter un documentaire sur Suzanne Roussy-Césaire. Suzanne Roussy-Césaire a eu 100 ans le 11 août. Alors ce documentaire 1915-2015, Suzanne Roussy-Césaire, une femme sur tous les fronts. Alors vraiment ça a été pour nous un bonheur de travailler sur cette femme, de nous voir un petit peu comment les choses, comment elle n'est pas connue. Et notre objectif justement, c'est de lui redonner cette place dans cette société martiniquaise, la place qu'elle mérite. Alors, honneur à Suzanne Roussy-Césaire. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci et puis bonne émission. Regardez bien cette émission, prenez votre crayon pour nous faire ensuite vos critiques, vos suggestions. « 1915. C'est la Première Guerre mondiale. Le contexte est favorable aux planteurs de Martinique.
le prix du rhum explose. Le rhum devient un des nerfs de la guerre. Il est utilisé dans l'artillerie, dans les hôpitaux. Il remplace le vin qui manque pour soutenir le moral des poilus dans les tranchées. Le plus gros planteur de l'époque en Martinique est Gabriel Ayotte, maire des Trois-Îlets. Il possède la plupart des champs de canne et des usines centrales qui vont du nord au sud, du Lamentin à Sainte-Luce, et de l'ouest à l'est, des Trois-Îlets au François. À la poterie des Trois-Îlets, Monsieur Roussy est responsable des ateliers de fabrication. Il est l'époux de mademoiselle Flore William. Elle est institutrice et enseigne à la poterie. Ils y habitent. Le 11 août 1915 naît Suzanne. Elle fait ses premières classes à l'école où enseigne sa mère. C'est au plus près de la rue Cazenègre. Suzanne va au bourg de Rivière-Salée pour les autres classes du primaire. La jeune Roussy passe donc son enfance tout à la fois à la poterie et à Rivière-Salée. Elle est scolarisée en 1925, dès la classe de 6e, au pensionnat colonial de jeunes filles à Fort-de-France. C'est le lieu de formation pour les couches moyennes des futures élites féminines destinées à être des épouses et des mères. Elle est parallèlement en pension à Fort-de-France. Et pendant les 7 années qu'elle y passe, elle rencontre de nouvelles amies, dont Denise et Mireille Césaire. Parmi ses professeurs, on compte Claude Carbet, la future romancière, et Irmine Romanette, l'écrivaine, future diplomate. L'Association des anciennes du pensionnat colonial anime la vie culturelle de l'établissement et de la cité foyalaise, qui veut se donner un style vieille France. Piano, concerts, théâtre. À 18 ans, Suzanne réussit au bac en juin 1933 et part la même année poursuivre ses études à Toulouse. Elle s'arrête à Paris et est logée à la pension de jeunes filles rue des Carmes. Elle y accueille Mireille Césaire, son amie, qui arrive à Paris en octobre. C'est en rendant visite à sa sœur qu'Aimée Césaire fait plus ample connaissance avec Suzanne. Celle-ci part à Toulouse pour ses études de lettres modernes et revient à Paris en 1934. Tout de suite, elle collabore à la Revue des étudiants martiniquais, dirigée par Aimé Césaire et rebaptisée par lui l'étudiant noir. Elle fréquente les sœurs Nardal, Jeanne, André, Paul et encore Gerty Archimède, Génie Alpha. Elle lit Frobenius, un anthropologue allemand qui fut l'un des premiers ethnologues à remettre en cause les bases idéologiques du colonialisme. Suzanne aime aussi s'amuser. La musique de Duke Ellington et des Noirs américains lui plaît. Elle fréquente le bal Blomet, apprécie l'ambiance culturelle de Montparnasse et la poésie des adeptes de la Harlem Renaissance. Langston Hughes, Claude McKay, Countee Cullen, Zora Neale Hurston. À 22 ans, Suzanne épouse Aimé Césaire, en juillet 1937. Elle me parle une langue si douce que tout d'abord, je ne comprends pas. Mais à la longue, je devine qu'elle m'affirme que le printemps est arrivé à contre-courant, que toute soif est étanchée, que l'automne nous est concilié, que les étoiles dans la rue ont fleuri en plein midi et, très bas, suspendent leurs fruits. Elle a fini ses études et est professeure de lettres.
Ils ont un premier enfant en 1938. Cette période est aussi celle de la forte montée du nazisme et du fascisme, la guerre d'Espagne, l'occupation de l'Éthiopie par les Italiens. Solidaires des Éthiopiens, les Antillais se joignent aux fortes manifestations antifascistes du Front populaire. Suzanne y participe. Paulette Nardal a été une des organisatrices. Puis viennent les menaces de guerre. La Seconde Guerre mondiale est proche. Le 23 août 1939, c'est la signature du pacte germano-soviétique. Il faut quitter la France. En fin août 1939, les Césaire quittent la France avec leur fils, Jacques. Ils embarquent et arrivent à Fort-de-France, à bord du Bretagne. Celui-ci sera torpillé lors de son retour en France. Paulette Nardal, alors à bord, a été blessée et en garde un handicap. Le 3 septembre, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Aimée obtient un poste au lycée Schellcher et Suzanne au collège technique qui se trouve à côté du bassin de Radoub sur le port. Suzanne rencontre, parmi ses collègues, des militants communistes, dont Louis Adrassé. Celui-ci exerce les fonctions de surveillant général au collège, mais c'est aussi un responsable communiste. Il est également président des syndicats des familles installées sur les 50 pas géométriques. Adrassé fréquente la maison des Césaire, rue Châtony, au Terre-Saint-Ville, actuelle rue Robespierre. La Martinique, dès lors, subit les effets de la guerre. En 1940, l'amiral Robert, haut commissaire du gouvernement français pour les Antilles-Guyane, résidant à Fort-de-France, se rallie au pouvoir pétainiste. Il met en place un régime tout à la fois démagogique, dictatorial, raciste et souvent brutal, entièrement dévoué au système vichiste. Dans ce contexte naît Tropique. Pour les intellectuels de cette génération, ce sera la voix de ceux qui disent non à l'ombre. À cette revue fondée par Aimé Césaire, collaborent René Ménil, Suzanne Césaire, Aristide Mauger, Lucie Thésée, Georges Gracian. Cette publication vient, selon Césaire, combler un vide culturel, forger l'instrument d'une prise de conscience. Tropique, c'est donc la résistance culturelle à Vichy et à l'amiral Robert. Beaucoup ont signalé l'importance de la contribution de Suzanne en raison de l'exceptionnelle qualité de ses articles. Elle a pris en main un rôle logistique risqué. Elle se charge d'apporter les articles au service d'information de l'amiral Robert pour demander le papier nécessaire à l'impression. Ce service voulant contrôler le contenu de tout ce qui se publie. Elle se charge aussi d'une partie de la diffusion chez quelques dépositaires dont elle fait un petit réseau. Début 1941, André Breton, avec la plasticienne Jacqueline Lamba, Wilfredo Lam et sa femme Helena, André Masson, ainsi que d'autres progressistes, juifs, juives, communistes, fuient la France pour les États-Unis en passant par la Martinique. Ils et elles y arrivent en février et sont mis au camp de concentration de la Pointe-du-Bout. Lors d'une autorisation de sortie à Fort-de-France, ils et elles tombent sur le livre de Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. Ce sera la rencontre avec Césaire qui leur présente Tropique, ainsi que l'équipe de la revue. Breton voit en Tropique une force littéraire très surréaliste. Suzanne, elle, voit dans le surréalisme, comme elle l'explique dans Tropique numéro 3, la liberté qui permet, par ses audaces, de rentrer en contact avec les forces obscures de son être, avec le monde, la nature, les choses, de connaître l'inconnaissable. Au désir se plient les nuages et les étoiles, les vents et les marées, les arbres et les bêtes, les hommes et l'univers. Pays fantastique,
et familier, où toutes choses font signe. Et nous voici introduits au cœur même de ce monde plus vaste, plus riche, plus beau, plus vrai, où, au-delà de la conscience, fleurissent nos songes les plus troublants. Ici, vivent d'une vie sensible et émouvante les monstres et les fleurs qui ont ravi notre enfance, des oiseaux savants, des pieuvres ailées, des anémones de mer. Et surtout, de déjouer la censure. Totalement ici, et c'est au surréalisme que nous le devons. Les robertistes de Vichy ne la voyaient pas rire insolente, agressive à travers nos pages. Lâches ensuite, quand ils comprirent, apeurés, honteux. Le surréalisme alimente en nous une force impatiente, entretenant sans fin l'armée massive des négations. Les trois couples, Breton, Lame et Césaire, font ensemble de longues promenades, comme celle à Absalon, qui inspira, entre autres, à Lame, les tableaux intitulés « La jungle », et à Suzanne, l'un de ses plus beaux essais, le grand camouflage. Et leur tête, et humant les odeurs fraîches des ravins, ils s'emparent de la gerbe des îles. Ils écoutent le bruit de l'eau autour d'elles, ils voient s'aviver les flammes tropicales, non plus aux balisiers, aux gerbéras, aux hibiscus, aux bougainvilliers, aux flamboyants, mais aux fins, aux peurs, aux haines, à la férocité qui brûle dans le creux des mornes. C'est ainsi que l'incendie de la Caraïbe souffle ses vapeurs silencieuses, aveuglantes, pour les seuls yeux qui savent voir. Et si les fleurs ont su trouver juste les couleurs qui donnent le coup de foudre, si les fougères arborescentes ont sécrété pour leurs crosses des sucs dorés, enroulés comme un sexe, si mes Antilles sont belles, c'est qu'alors le grand jeu de cache-cache a réussi. C'est qu'il fait certes trop beau, ce jour-là, pour y voir. Renée Ménil affirme qu'elle animait la revue avec brio. Il la trouvait dans ce rôle très convaincue et rayonnante. Selon lui, elle en imposait par sa conviction, et en outre, par ses textes, elle tranchait. Ainsi, elle s'en prend avec passion à un adepte de la poésie exotique, doudouiste, et à ses plats imitateurs antillais. Nul n'a décrit plus amoureusement nos paysages. Nul n'a plus sincèrement chanté les charmes de la vie créole. Langueur, douceur, mièvrerie aussi. Saint-Pierre, le volcan, la hauteur, les matins de satin bleu, les soirs mauves. Mais le merveilleux du Morne, son aura maléfique, sa dure promesse, la dynamite du Morne, au lieu de cela, des pâmoisons, des nuances, du style, des mots, de l'âme, du bleu, des ors, du rose. C'est gentil, c'est léché. De la littérature? Oui. Littérature de hamac, littérature de sucre et de vanille, tourisme littéraire, guide bleu et CGT. Allons, la vraie poésie est ailleurs, loin des rimes, des complaintes, des alizés, des perroquets. Bambou, nous décrétons la mort de la littérature doudou. Et zut, à l'hibiscus, à la frangipane, au bougainvillier, la littérature martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas. Le premier numéro de Tropique, qui paraît en avril 1941, Suzanne a rendu hommage à Leo Frobenius, anthropologue allemand qui affirme de manière convaincante, parce qu'il en est convaincu lui-même, l'existence de civilisations africaines brillantes et à certaines époques en avance sur celles contemporaines d'Europe. Et dans le numéro 5, elle fait du livre du même anthropologue « Que signifie pour nous l'Afrique ?» un compte-rendu élogieux qui lui permet en même temps
de préciser ses propres positions sur l'Afrique et la négritude. Que signifie pour nous l'Afrique? Nous sommes à la croisée de races et de cultures. Il est évident que toutes nos réactions conscientes sont déterminées par la culture européenne. Art, sciences, techniques. Et nous sommes bien décidés à user, avec leur dernier perfectionnement, de ces armes de précision. Mais il coule dans nos veines un sang qui exige de nous une attitude originale en face de la vie, sous peine d'échec. Sous peine d'échec, nous devons répondre, et le poète plus que tout autre, à la dynamique spéciale de notre complexe réalité biologique. En remontant l'une de nos lignes de force, nous rencontrons cette chose immense, l'Afrique. L'Afrique, aux dons poétiques, uniques, à la production artistique, surtout sculpturale, unique. L'Afrique et son noble abandon à la vie, au mépris des savants brigandages industriels. Notre tâche n'est-elle pas d'atteindre notre humanité totale? Nous ne pouvons l'atteindre, croyons-nous, que les imbéciles et les lâches n'attendent ici aucune concession de notre part, que par l'expression, grâce aux précieuses techniques européennes, de tout ce que notre négritude comporte d'exigences. Et Suzanne d'encore préciser. Cette ère où la race est le résultat du brassage le plus continu. Il s'agit de prendre conscience du formidable amas d'énergies diverses que nous avons jusqu'ici enfermées en nous-mêmes. Nous devons maintenant les employer dans leur plénitude, sans déviation et sans falsification. Tant pis pour ceux qui nous croient des rêveurs. La plus troublante réalité est nôtre. Nous agirons. Cette terre, la nôtre, elle ne peut être que ce que nous voulons qu'elle soit. Il est maintenant urgent d'oser se connaître soi-même, d'oser s'avouer ce qu'on est, d'oser se demander ce qu'on veut être. Ici aussi, les hommes naissent, vivent et meurent. Ici aussi se joue le drame entier. Après la publication du numéro 6 de Tropique en février 1943, le lieutenant de vaisseau Bell interdit la revue par sa lettre du 10 mai 1943. Il juge la publication révolutionnaire, raciste et sectaire. Certains pensent que la réponse cinglante à cette lettre a été rédigée par Suzanne. Ces épithètes ne nous répugnent essentiellement. Révolutionnaire comme L'Hugo des Châtiments, sectaire passionnément comme Rimbaud et Lauriamont. Raciste, oui. Du racisme de Toussaint Louverture, de Claude Mackay, de Langston Hughes, contre celui de Drummond et d'Hitler. Pour ce qui est du reste, n'attendez de nous ni plaidoyer, ni vaine récrimination, ni discussion même. Nous ne parlons pas le même langage. Les exactions du régime, la forte poussée de départ en dissidence,
Poussée de départ en dissidence. Les manifestations de résistance en Guadeloupe et en Guyane. Le blocus américain. La pénurie des denrées alimentaires. La montée des mécontentements conduisent au soulèvement de la population en juin 1943 et précipitent la reddition et le départ de l'amiral Robert. Dans le numéro de Tropique de février 1944, Suzanne Césaire redit sa conception du rôle de l'intellectuel et de l'homme en général. Ils ont pour tâche de faire disparaître la société coloniale. Taré en ses origines par le crime, appuyé en son présent sur l'injustice et l'hypocrisie. La Martinique est débarrassée de Robert et s'est ralliée à la dissidence. La résistance, installée à Alger, propose à Césaire et à Suzanne une mission de 6 mois en Haïti. Il s'agit de la formation de cadres de l'éducation nationale en Haïti, tant hommes que femmes. Suzanne intervient auprès des femmes. Lors du retour à Noël 1944, ils reçoivent un bel accueil dont témoigne la presse martiniquaise. Citons le Clairon, la Petite Patrie, le Sportif, la Paix, Justice. La Petite Patrie du 24 décembre 1944 écrit « Les leçons de pédagogie de Césaire en collaboration avec Madame Suzanne Césaire ont suscité un vaste mouvement de curiosité intellectuelle. De la province sont accourus professeurs et élèves pour écouter. Rarement la Martinique fut-elle à pareille fête. Il y a, plaquées contre les îles, les belles lames vertes de l'eau et du silence. Il y a la pureté du sel autour des Caraïbes. Il y a, sous mes yeux, la jolie place de Pétionville, plantée de pins et d'hibiscus. Il y a mon île, la Martinique, et son frais collier de nuages soufflés par la pluie. Il y a les hauts plateaux d'Haïti où un cheval meurt, foudroyé par l'orage, séculairement meurtrier de hench. Près de lui, son maître contemple le pays qu'il croyait solide et large. Il ne sait pas encore qu'il participe à l'absence d'équilibre des îles. Mais cet accès de démence terrestre lui éclaire le cœur. Il se met à penser aux autres Caraïbes, à leurs volcans, à leurs tremblements de terre, à leurs ouragans.
municito soleil, 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 oh, moi c'est nèg Guinée, oh, soleil, soleil, allez, mes amis, côté soleil, soleil, allez, oh. Ayant va pour loi m'a prédit ou gamoué. Ayant va pour loi m'a prédit ou gamoué. On y est d'ové, on y est d'ové. Ayant va pour loi m'a prédit ou gamoué. Oh vivilo, ago ago. Oh vivilo, ago ago. Fayon veve, fayon veve, fayon veve. Oh vivilo, ago ago. Fayon veve pour loi m'a prédit ou gamoué. Fayon veve pour loi m'a prédit ou gamoué. On y est d'ové, on y est d'ové. Fayon veve pour loi yo. Oh vivilo, ago ago. Aux élections municipales du 27 mai 1945, où les femmes votent pour la première fois, Aimé Césaire est élue maire de Fort-de-France. C'est, dit-on, Suzanne qui insiste pour que son mari soit candidat sur la liste des communistes. Cette élection ouvre une série de succès électoraux. Aimé est élu conseiller général en septembre et député en octobre. C'est aussi, malheureusement, la fin de Tropique et de la production littéraire connue de Suzanne. Lorsqu'elle se retrouve en France en fin 1945 avec son mari élu député, elle entretient, par engagement militant, une correspondance suivie avec les militants et sympathisants de la Martinique. Elle rejoint les rangs du Parti communiste français, dont elle devient une fervente partisane. C'est une période très difficile en France. Césaire reverse une partie de ses indemnités au Parti communiste français. Le couple occupe un logement commun, partagé avec le sénateur communiste martiniquais Tellus Léraud, sa femme Iva, écrivaine, et leur famille. Suzanne, avec maintenant 4 enfants, supporte bien cette situation et assume, en outre, les allées-venues entre la Martinique et la France. Militante communiste active, elle vend en France chaque dimanche l'Humanité. En Martinique, elle est membre de la cellule Joseph Staline et distribue Justice. En cellule, il lui arrive d'interpréter avec beaucoup de succès des poèmes, par exemple de Pablo Neruda. Suzanne a écrit Aurore de la liberté, une pièce de théâtre dont on a perdu le manuscrit et les copies. Elle y parle de la vie d'esclave sur une habitation au moment de l'insurrection de mai 1848. Son texte adapte le roman de Lafcadio Hearn, Yuma. Cette pièce est jouée au Ciné-Théâtre de Fort-de-France le 26 avril 1952. La pièce, qui est un succès, est rejouée pendant 3 semaines. Césaire a pris la parole pour présenter la pièce. On note parmi les comédiens Émile Capgras, le futur président du Conseil régional. En 1949, de retour en France, elle reprend un poste car la part d'indemnité de son mari ne suffit pas à faire vivre la famille
qui maintenant compte 5 enfants. Elle est nommée dans un lycée technique, le lycée Estienne, où elle expérimente un important travail pédagogique avec ses élèves. Dans le cahier d'Estienne numéro 15, elle publie une méthodologie de l'apprentissage de la rédaction en français pour ses élèves avec une série de corrections et de recorrections de travaux. Tout un travail didactique participatif déjà avant-gardiste. Avec ses élèves, elle organise des concours de poèmes. Elle adapte aussi pour la scène, à l'intention de ses élèves, les romans d'Iva Léraud, selon le témoignage de cette dernière. Là encore, on n'a pas gardé de traces de ce travail salué par son amie. Et en plus de tout cela, elle continue à militer, avec une santé déjà fragile, et un 6e enfant qui naît en 1951. Lors de la grande rupture d'avec le Parti communiste français en 1956, Suzanne est en accord avec la critique du stalinisme. Elle souhaite la mise en place d'un parti communiste martiniquais. Mais devant les réactions négatives de ses ex-camarades, elle démissionne à la fois du Parti communiste français et de la section martiniquaise. Les 8 dernières années de sa vie privée sont difficiles. Elle est malade, avec des moments d'hospitalisation. En outre, sa vie de couple n'existe pas, et elle n'en est plus satisfaite. Elle demande le divorce. Ce procès en divorce est difficile et éprouvant. On la blâme d'avoir tenté une autre vie avec un autre homme. Il fallait à cette époque, en matière de procédure judiciaire, chercher les torts à un fautif ou une fautive. Mais elle a affronté avec résolution cette décision que les mœurs pudibondes de la période condamnaient. Yeux couleur ambre, au regard lumineux, au teint clair de chabine dorée, à la longue silhouette gracile, aux cheveux électriques qu'elle aimait déployer pour nous amuser, nous ses enfants, avant d'y glisser son peigne en fer pour y faire jaillir des étincelles. Ma mère aux mains effilées de pianiste sans piano, et sans se consumer entre ses doigts fuselés la fumée bleue de sa cigarette anglaise interdite. À l'époque, aucune autre mère ne fumait. Et aucune autre mère ne lisait Tchekhov en prenant son café du matin. Ma mère aussi élégante dans son simple ensemble bleu tricossard que si elle portait un tailleur Chanel. Ma mère assise près de nos lits à la tombée de la nuit. Villa Week-end, petit Clamart, pour nous conter l'histoire éternelle, celle de Koulivikou, qui n'avait pas de fin et dont elle inventait la suite chaque soir. Ma mère militante, avide de liberté, sensible à toutes les douleurs des opprimés, rebelle à toutes les injustices, éprise de littérature et férue d'histoire, nous imposant le silence lorsque mon père travaillait, écrivant inlassablement de sa mystérieuse écriture sur des feuilles blanches à l'entête de l'Assemblée nationale. Ma mère enseignante appréciée, bien que longtemps surnommée la panthère noire par certains de ses élèves, occupant toutes ses soirées à corriger des copies, souvent agrémentées de dessins par les plus jeunes d'entre nous, ce dont, loin de nous gronder, elle s'amusait. Ma mère, active féministe avant la lettre, attentive à chaque progrès de la libération des femmes. Ta génération sera celle des femmes qui choisissent, m'a-t-elle dit un jour. Peu à peu, les contes merveilleux furent remplacés par des récits réels, souvent plus cruels, venus de Martinique et d'ailleurs. J'avais 9 ans lors du procès bordelais des 16 de Basse-Pointe. J'avais 11 ans lors de l'exécution de Julius et Ethel Rosenberg. J'avais 14 ans lors de l'assassinat d'Emmett Till, qui n'avait à sa mort qu'1 an de plus que moi. Ce furent mes premières révoltes politiques. Ma mère qui croyait plus aux luttes qu'aux larmes. Ma mère à l'humour percutant, à la gaieté teintée de mélancolie, à la santé fragile, mais à l'infatigable ténacité.
mon inoubliable mère qui n'a pas pu vieillir. Suzanne Césaire, née Roussy. Maman Suzy, c'est ainsi que nous l'appelions. Texte de Ina Césaire, fille de Aimé Césaire et de Suzanne Roussy Césaire. Elle meurt, âgée de 51 ans, en avril 1966, à Paris, sans avoir rien renié de ses engagements. Depuis peu, on redécouvre Suzanne Roussy Césaire, de sa contribution dans Tropique et son influence dans la naissance de mouvements littéraires contemporains comme l'antillanité ou la créolité. Puis, en Martinique, où un séminaire au centre de Font-Saint-Jacques, un film d'Arlette Paquite, des commémorations par la région, une école même de la ville de Fort-de-France lui ont été dédiés. Mais surtout, l'écrivain Daniel Maximin a rassemblé ses essais de Tropique dans un recueil intitulé « Le grand camouflage ». Des femmes aux 4 races et aux douzaines de sangs. L'appel à l'authenticité. D'oser se connaître soi-même, d'oser s'avouer ce qu'on est, d'oser se demander ce qu'on veut être. L'appel à prendre nos responsabilités, car il n'y a pas de petit pays. Cette terre, la nôtre, ne peut être que ce que nous voulons qu'elle soit. Pas non plus de petits peuples. Ici aussi les hommes naissent, vivent et meurent. Ici aussi se joue le drame entier. Ici aussi se joue le drame entier. Bien sûr, elle parle ici des êtres humains, les hommes et les femmes. Enfin, même si on ne lui connaît pas de prise de position féministe explicite et publique, cet exemple d'une femme indépendante, cultivée, brillante, passionnée, d'une grande sensibilité et générosité, ne peut qu'inspirer les jeunes femmes martiniquaises d'aujourd'hui. Alors, vous avez passé une bonne soirée, nous en sommes sûrs. Un super document, non? Bon, alors, vous nous direz vos critiques, vos suggestions sur ce documentaire
qui est à la disposition de tout le monde, enfin des associations. Il peut être diffusé dans les bibliothèques, les médiathèques. Si vous avez besoin d'organiser un débat autour de ce film, nous sommes à votre disposition. Mais nous allons vous présenter la jeune femme qui a réalisé, qui a monté ce film. C'est Yamina, qui est membre de l'association Culture Égalité. Yamina, bravo. Bravo. C'est Yamina qui a fait tout ce travail, tout ce beau travail sur Suzanne Roussy-Césaire. Alors dis-nous, quand tu as fait ce travail-là, comment tu as senti ça? C'est très intéressant, que les gens vont certainement aimer découvrir Suzanne. Rentrer dans sa vie, c'est très très bien. Et c'était quand même beaucoup de stress aussi, non? C'est beaucoup de stress parce que travailler avec des personnes comme Culture Égalité, des femmes qui sont très exigeantes, qui sont dans la perfection, c'était pas évident, mais je pense que quand même s'il n'est pas totalement comme elle l'aurait voulu, mais quand même c'est un bon documentaire. Ce travail collectif, il est comme nous l'avons voulu. Bien entendu, on n'a pas atteint la perfection, mais il faut toujours vouloir le meilleur pour la population, pour les gens, puisque transmettre de bonnes choses, c'est transmettre de la bonne culture. Alors bravo Yamina, et elle se lance, elle peut aussi produire des choses pour des associations. Je crois que nous sommes vraiment très fiers, très contents. Et c'est l'exemple type de ce qu'on appelle l'empowerment chez les femmes. Celle qui a pris de l'assurance, qui est maintenant beaucoup plus sûre d'elle. C'est l'objectif de Culture Égalité. Alors donc nous allons maintenant passer à nos rendez-vous. Culture Égalité est une association extrêmement dynamique. Ces rendez-vous, Yamina, c'est le prochain. Donc justement le 13 novembre au TOM, à la Croix-Misson, 19h. Et c'est justement pour la projection de Suzanne Roussy-Césaire. Projection publique. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et nous allons aussi peut-être avoir un petit groupe musical qui va jouer Armstrong, Duke Ellington et puis aussi Stelio, toute la musique que Suzanne Roussy-Césaire aimait. Voilà. Donc venez. Alors il y a le 21, donc ça c'est notre grande journée contre les violences faites aux femmes dans le cadre de la campagne. Donc le matin nous serons dans les rues de Fort-de-France et nous invitons d'ailleurs les associations de Tambouillé qui veulent bien nous rejoindre pour participer et faire des petits, comment on appelle, des dire à leur manière. Dire à leur manière, voilà, là, ce qu'ils ont à dire sur les violences et contre les violences faites aux femmes à travers le tambour. Et le soir, alors nous organisons un carbet, ce que nous appelons un carbet de l'égalité, non mixte. Donc seules les dames et les femmes sont invitées. Et ce sera aussi dans le cadre de la campagne violence. Donc c'est l'occasion aux femmes de dire leur vécu, leur ressenti et d'échanger. Et nous aurons une conférencière de qualité. Voilà, nous aurons une conférencière. Il y a pas puis le 10 décembre. Ah oui, le 10 décembre, c'est la journée mondiale des droits humains. Les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes se situe dans ce cadre-là, puisque c'est l'atteinte à la dignité des femmes. Et dès que les droits humains sont atteints, donc il faut se mobiliser. Et c'est pour ça que nous demandons aux associations, toutes sortes d'associations qui défendent une cause quelconque, que ce soit la lutte contre, par exemple, contre les CES, les personnes handicapées, partout, les gens sentent que leurs droits sont remis en cause. L'homophobie, la justice n'est pas appliquée pour tous et pour toutes. Donc nous demandons à ces personnes de nous appeler, de nous dire qu'elles veulent participer, s'exprimer d'une façon un petit peu originale, soit un témoignage, un poème, une danse. On fera ça certainement sur le bord de mer. Donc c'est un moment pour dire que dans notre société, il y a quand même des personnes qui sont victimes de discrimination. Et dans le monde entier, par exemple, on voit sur la question de la Palestine, là aussi, certainement nous allons solliciter toutes ces personnes pour dire qu'il faut être dans la résistance et la solidarité. Et c'est le slogan un petit peu de Culture Égalité cette année, c'est résistance et solidarité. Donc nous vous invitons à tous ces rendez-vous. Tu rappelles des téléphones, nos coordonnées? Nos coordonnées, donc, qui s'affichent d'ailleurs sur l'écran, le 06 96 16 39 96, Yamina. 06 96 93 86 55. Ok, très bien. Donc notre page Facebook aussi qui s'affiche et puis notre adresse électronique. Voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée et puis n'hésitez pas à nous appeler, à nous rejoindre, à adhérer à l'association. Et nous renvoyer vos commentaires par rapport au film, puisqu'il peut encore s'enrichir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu Suzanne Roussy-Césaire et
envie aussi de témoigner, de dire des choses. Donc ils peuvent effectivement nous donner des documents. Voilà, on peut encore enrichir ce film parce que sa vie elle est très riche. Ouais, c'est un magnifique moment, dur, on a travaillé beaucoup, on a passé beaucoup d'heures, mais nous sommes très toutes contentes de cette affaire. Merci beaucoup, à bientôt et à notre prochaine émission au mois de novembre, le 4e mercredi de chaque mois, donc novembre, ensuite décembre, janvier. À bientôt et bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.